Bonjour à tous. Désolé pour les quelques minutes de retard et pour des petits soucis techniques. Vous n'aurez pas de caméra de notre côté parce que c'est une nouvelle interface. Donc on se met à l'ordre du jour et pour l'instant on n'arrive pas à afficher les caméras. Du coup c'est Jean Toniolo et avec Sophie Benz, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce deuxième webinaire du groupe de travail de recherche paramédicale du GIR-CISO. Et aujourd'hui on se retrouve autour du thème des voix d'abord. Thème très concret, pratique. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de webinaire sur une pratique de soins. Et puis ce qui est super riche, on est très content, on les remercie tous les trois. Ce sont les parcours et les profils de nos intervenants. Il y aura Yolène Carré qui est infirmière hygiéniste au CHU de Bordeaux. Guillaume Davy qui est manipulateur radio, coordonnateur de la recherche paramédicale du CHU de Poitiers. Jérôme Paniego qui est IAD au CHU de Montpellier et qui vont tous vous présenter une partie de leurs travaux de recherche, de leur avancement par rapport à ceux-ci. Je vais peut-être, Sophie, si tu veux te passer la parole pour les modalités. Oui, pardon, excusez-nous, j'étais juste en Merci. ligne avec Jérôme Paniego qui vient de nous rejoindre. Merci Jean. Tu peux éteindre ton micro, Jérôme, ça y est, on nous entend. Pardon. Oui, alors donc pour les modalités pratiques, alors excusez-nous encore une fois et bienvenue à tout le monde. On a une nouvelle interface des webinaires. Pour poser vos questions, ce sera uniquement via le chat, mais par le petit onglet qui se situe en haut à droite de votre écran. Il y a un petit écran avec un point d'interrogation. Donc, vous poserez vos questions au fur et à mesure des présentations. Il y aura toujours un petit temps après les présentations de chacun, et puis je relèverai les questions ou Jean, et on y répondra. Voilà, je vous remercie. Donc Yolène, vous pouvez y aller si vous voulez partager votre écran. Enfin, tu peux. Bonjour. Ouais, du coup, bonjour à tous. Alors, je vais vous partager l'écran. Hop. Et ça marche? Vous voyez bien mon... Ouais. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis infirmière hygiéniste au CHU de Bordeaux. Donc, je m'occupe de tout ce qui est prévention des infections associées aux soins. Et donc, ça va être la thématique autour des accès vasculaires. Donc, je vais vous présenter le projet que j'ai conduit, le projet TAPAS sur la technique d'application des antiseptiques alcooliques sur peau saine avant la pose d'un accès vasculaire. Donc, je vais vous présenter le projet, puis aussi de façon assez pratico-pratique comment je l'ai conduit. Donc, par rapport au contexte, vous le savez, la peau, ça a une fonction protectrice et barrière à la pénétration des micro-organismes. Et lorsqu'en fait on va poser un accès vasculaire, les germes qui sont présents sur cette barrière protectrice, il y a un risque qu'on les fasse pénétrer à l'intérieur et qu'on génère une infection. Et donc du coup, dans les mesures barrières, la principale pour ce type d'acte, ça va être l'antisepsie cutanée qu'on réalise juste avant l'insertion du cathéter. Dans l'enquête nationale de prévalence, on se rend compte qu'il y a quand même une proportion importante de patients qui est exposée au cathéter, puisque 29% des patients dans l'enquête nationale sont porteurs d'un accès vasculaire, qu'il soit central ou périphérique. Et la part relative des bactériémies liées au cathéter est de 10%, ce qui n'est pas anodin. Les principaux micro-organismes qu'on retrouve dans les infections sur cathéter sont les Staphylococcus aureus et Staphylococcus epidermidis, et c'est assez logique, c'est des germes cutanés, ce qui nous permet de nous questionner sur cette étape d'antisepsie. Ce qu'on constate, et c'est assez intéressant, c'est qu'un quart des infections sur cathéter surviennent dans la semaine qui suit la pose, et donc on peut incriminer de façon assez importante cette étape de pose. Donc, quand on regarde un peu les recommandations de bonne pratique en France, on a des recommandations sur le type d'antiseptique. On sait qu'on doit utiliser un antiseptique alcoolique de gamme majeure. Par contre, sur les modalités d'application, dans les recommandations nationales, on n'a pas de précision et on a des notions dans certaines recos régionales, donc le CECLIN, et on nous proposait à ce moment-là des mouvements circulaires, le fameux escargot, où on part du centre vers la périphérie dans l'objectif de ne pas recontaminer la zone qu'on vient de désinfecter. Il y a eu un nouveau produit qui est arrivé sur le marché il y a quelques années, la chlorhexidine à 2%, le Chloraprep. Et en fait, dans les recos fabricants, la technique d'application nous demandait de faire des mouvements aller-retour
autour du point de ponction dans un objectif plutôt de saturer les craquelures et les annexes cutanées. Et ce qui du coup, entre guillemets, en tout cas moi en tant qu'infirmière où j'ai été éduquée à l'escargot, ça interpelle. Quand on regarde un peu dans le monde, la technique d'application n'est pas forcément précisée dans les recommandations nationales. Quand elle est précisée plutôt dans des recommandations régionales ou dans des recommandations infirmières, c'est assez. Certains font de l'escargot et d'autres de l'aller-retour. Donc les Espagnols, les Australiens et nous, on est plutôt sur de l'escargot. Et le CDC et certains autres pays sont sur de l'aller-retour. Quand on regarde la littérature scientifique, j'avais fait une revue de la littérature pour poser mon contexte sur la thématique. Et en fait, il y avait 3 études qui avaient comparé différentes applications du même antiseptique, mais ce n'étaient pas forcément des antiseptiques de gamme majeure. Sur l'une des 3, il y avait des problèmes méthodologiques pour pouvoir vraiment interpréter les résultats. Et sur la 3e étude, en fait, ils enchaînaient bétadine et chlorhexidine pour leur temps d'antisepsie cutanée, ce qu'on ne recommande absolument pas en France. Donc, on ne peut pas transposer ces résultats. Et après, il y avait pas mal d'études, enfin pas mal. Il y en avait 6 où ils comparaient différentes applications de différents antiseptiques et du coup, ça répondait pas à mon questionnement. Donc en fait, ma question de recherche, ça partait du fait qu'il y avait 2 techniques contradictoires pour la réalisation de l'antisepsie. Il y avait un acte invasif, donc l'escargot et l'aller-retour. Et mon questionnement, c'était quelle technique d'application d'un antiseptique alcoolique serait la plus efficace sur peau saine avant un acte invasif, donc la pose d'un accès vasculaire. L'hypothèse, c'était que l'application sur peau saine d'un antiseptique par mouvement aller-retour est plus efficace que l'application en escargot, donc l'escargot étant un mouvement circulaire en partant du centre vers la périphérie. Et donc l'objectif de l'étude pilote, c'est d'obtenir des données sur le niveau initial de micro-organismes dans une population de volontaires sains et de voir l'évolution du nombre de micro-organismes après application de l'antiseptique selon les 2 techniques. Donc, pour la population de l'étude, on a choisi d'inclure des étudiants en soins infirmiers parce que comme ça permettait aussi de les sensibiliser à la recherche. Et puis, il nous fallait des volontaires sains. Donc, ils correspondaient à nos besoins. Il fallait bien sûr qu'ils aient consenti à participer à l'étude et qu'ils soient majeurs. Et dans les critères de non-inclusion, on avait l'allergie à la bétadine puisque c'est l'antiseptique qu'on a utilisé pour l'étude. Des souillures visibles au niveau du pli du coude puisque ça change la stratégie, il faut faire une détertion. Et l'impossibilité de réaliser la procédure sur l'un des 2 bras. Vous verrez pourquoi quand je vais vous présenter les modalités de l'étude. Pour le critère de jugement, on a regardé l'évolution du nombre de micro-organismes avant et après l'application de l'antiseptique pour en fait vraiment voir l'impact de la méthode et s'affranchir d'autres biais. Parce que si on avait regardé les bactériémies liées au cathéter ou la colonisation du cathéter, on n'aurait pas pu différencier ce qui est vraiment lié à la technique d'application ou ce qui serait lié aux différentes manipulations qu'il y aurait eu au cours de la vie du cathéter en fait. Pour la technique de prélèvement cutané, on est parti sur un écouvinage cutané avec un inhibiteur adapté à l'antiseptique qu'on a utilisé, donc la bétadine. Et pour la zone d'application, on a choisi le pli du coude parce que c'est une zone susceptible d'être choisie pour poser un accès vasculaire. Elle est facile d'accès et la colonisation cutanée est théoriquement suffisante pour nous permettre de voir une différence parce que la colonisation cutanée moyenne est de 4 log 10 et l'activité de l'antiseptique in vivo est de 1 à 2 log, donc il nous reste 2 logs de marge pour voir une différence entre les 2 techniques. On a bien sûr tout standardisé, donc là je vous montre juste quelques visuels, mais pour faire exactement le même nombre de passages avec l'écouvillon pour les prélèvements. On a standardisé la technique d'analyse du prélèvement, où le prélèvement après est analysé sur un certain nombre de géloses pour vraiment avoir le maximum de micro-organismes. Et pour cette partie-là, on s'est appuyé sur des publications existantes. On a standardisé chacune des 2 techniques avec un volume précis d'antiseptique, une surface précise d'application et puis un schéma d'application précis. Pour le calendrier de la recherche, la période d'inclusion a duré 3 mois. On s'est adapté au planning des étudiants infirmiers pour faciliter leur participation. Donc c'était entre midi et 2 et l'inclusion s'est faite sur les sites des IFSI. Et en fait, concrètement, l'étudiant se présentait pour être inclus. On randomisait sur le bras d'application, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe qui avait l'escargot sur le bras droit et l'aller-retour sur le bras gauche, et l'autre groupe qui avait l'escargot sur le bras gauche et l'aller-retour sur le bras droit. Et une fois que l'étudiant était randomisé dans le groupe, le volontaire, il y avait un prélèvement initial sur le bras droit, on applique un escargot sur le bras droit, prélèvement final sur le bras droit, et de l'autre côté, prélèvement initial sur le bras gauche, application donc en aller-retour sur le bras gauche,
et prélèvement final sur le bras gauche. Et on faisait exactement la même chose dans le groupe, mais en inversant la technique par rapport au bras. On fait jamais de la recherche tout seul, donc j'avais quand même pas mal de partenaires pour ce projet. Le projet a été financé par l'appel d'offres interne du CHU de Bordeaux en 2018, ce qui m'a permis d'avoir les fonds pour le matériel et le temps agent pour la technicienne de laboratoire qui a techniqué les prélèvements. Nous, au CHU de Bordeaux, on a la chance d'avoir l'unité de soutien méthodologique à la recherche clinique et épidémiologique qui m'ont aidé pour concevoir le schéma d'études, la création des cahiers d'observation, la transcription des données et des cahiers d'observation et les analyses statistiques, puisqu'à l'époque, j'avais pas forcément des bases statistiques très très importantes. On a aussi la cellule de recherche du pôle de biologie et de pathologie qui a mutualisé des ressources humaines pour avoir un temps de technicienne de laboratoire pour cette étude. Et bien sûr, la collaboration avec l'IFSI pour l'organisation des créneaux d'information des étudiants, les plannings d'inclusion et la réalisation des écouvinages, puisque c'est une des cadres de santé de l'IFSI qui a fait les applications. Et concrètement, dans l'organisation, vous voyez les trois principaux acteurs, entre guillemets. Donc Céline, qui était une des formatrices IFSI, qui faisait l'écouvillonnage et l'antisepsie cutanée. Marielle, la technicienne de laboratoire qui faisait l'analyse des prélèvements, et moi j'étais en multitâche en fait pour le bon déroulé du projet, avec gestion des commandes, l'inclusion des participants, etc. On a inclus donc dans les salles de TD des étudiants, il y avait pas mal de stock de matériel à gérer puisque ça c'est tout ce qu'il fallait pour juste une session d'inclusion. On a bien organisé, ça je vous montre rapidement des visuels, mais voilà, dans les salles de TP des étudiants pour que ce soit plus pratique pour eux et du coup qu'ils aient envie de venir être volontaires. Et ensuite après, les géloses étaient ensemencées au laboratoire d'hygiène hospitalière de l'environnement. 48 heures au chaud et ensuite on n'a plus qu'à compter et analyser. Donc dans les résultats, on a 132 étudiants qui se sont présentés pour être volontaires. Les 132 ont été inclus et randomisés dans les deux groupes, 65 dans le groupe A et 67 dans le groupe B. Et en fait, il n'y en a que 3 qui ont été exclus dans le groupe A parce qu'il y a eu un oubli du prélèvement avant l'application de l'antiseptique sur l'un des deux bras. Du coup, ils ont été exclus. Au niveau de la différence moyenne de nombre de micro-organismes avant-après, pour la technique aller-retour, il y a une baisse de 2,45 log10 par millilitre. Et pour l'escargot, il y a une baisse de 2,43 log10. Donc en fait, il y a une différence moyenne de réduction en nombre de micro-organismes entre les deux techniques qui n'est pas significative. Si on regarde la colonisation selon l'âge, il n'y a pas forcément de corrélation entre l'âge et le nombre de micro-organismes sur le prélèvement initial. Et si on regarde le délai depuis la dernière douche, parce qu'on a regardé quand est-ce qu'on a regardé un peu ce délai, et en fait, quand on faisait les inclusions à midi, on avait une partie des étudiants qui s'étaient douchés le matin et l'autre qui s'était douché la veille. Donc, on retrouve les deux groupes-là, ceux qui se sont douchés le matin et ceux qui se sont douchés la veille. Et en fait, il n'y a pas de corrélation entre le délai de la douche et le nombre de micro-organismes sur le prélèvement initial. Donc en fait, si on discute un petit peu ces résultats, on pourrait se demander s'il y a une représentativité de la population d'études par rapport à l'âge, puisque les étudiants infirmiers sont plutôt une population jeune, avec un âge moyen de 23 ans. Et c'est vrai que dans notre étude, on n'a pas constaté de corrélation entre l'âge et la colonisation cutanée avant l'application de l'antiseptique. Et en fait, quand on regarde la bibliographie, la quantité de micro-organismes évolue beaucoup pendant l'enfance, mais ça se stabilise à partir de 20 ans. Et en fait, ça reste après constant jusqu'à 80 ans. Donc, a priori, c'est par un facteur tiers. Donc, le fait que notre population d'études soit jeune, c'est a priori pas un souci. On peut se poser aussi la question du sexe, puisque les étudiants infirmiers sont majoritairement des femmes. Et en fait, effectivement, dans la littérature, il y a une différence de colonisation au niveau des mains, mais pas au niveau du pli du coude, qui est la zone qu'on a choisi d'utiliser pour l'étude. Donc, a priori, c'est pas quelque chose qui peut être un facteur tiers et poser souci pour notre travail. Est-ce qu'on peut transposer nos résultats aux patients hospitalisés? Parce que là, du coup, on a fait notre étude sur des volontaires sains. Et on sait que dans la littérature, il y a une modification du microbiote cutané au décours de l'hospitalisation avec des germes pathogènes qui finissent par venir s'installer. Donc, en fait, on peut probablement transposer nos résultats aux patients qui vont bénéficier d'une pause d'accès vasculaire à l'admission. La question peut se poser sur des hospitalisations longues.
Et par rapport à la technique de prélèvement, on a choisi, nous, l'écouvillonnage plutôt que le grattage ou la biopsie. Alors, il y a une étude qui a comparé les différentes techniques. C'est pour ça qu'on a choisi celle-ci, parce que finalement, dans l'étude, ils ont comparé l'écouvillonnage, le grattage, la biopsie. Et en fait, l'écouvillonnage humide est la méthode la plus reconnue, parce qu'elle est assez représentative et indolore, donc facile à mettre en œuvre. Donc, les conclusions de notre étude par rapport à notre objectif principal, c'était que la moyenne de réduction du nombre de micro-organismes au niveau du pli du coude de volontaires sains est équivalente pour les deux techniques à l'issue des 30 secondes de séchage spontané de l'antiseptique. Il n'y a pas de corrélation entre l'âge et le nombre moyen de micro-organismes au niveau du pli du coude. Et sur une peau visiblement non souillée, il n'y a pas de corrélation entre le nombre de micro-organismes et le délai depuis la dernière douche. Donc en fait, c'était une étude pilote. Ça a soulevé d'autres questions. Les patients hospitalisés, est-ce qu'on aurait les mêmes résultats avec d'autres antiseptiques? Les résultats ont été publiés en 2020 et nous, ça nous a permis de mettre à jour nos recommandations en interne. Donc on a directement utilisé dans les pratiques de soins les résultats de ce travail. Et depuis cette étude, quelques mots sur une autre étude en fait qui a été publiée dessus en 2022. Il y a une étude qui s'est présentée comme la première sur le sujet et en fait dont l'objectif était le même que le nôtre. Et par contre, les conclusions des auteurs étaient que l'aller-retour était plus efficace que l'escargot. Donc en fait, l'idée c'est de se questionner, d'essayer de comprendre pourquoi, puisque a priori nos résultats ne sont pas concordants. Et c'est intéressant pour alimenter le débat et connaître le sujet. Du coup, on a recalculé les données de TAPAS en mettant à la même unité, puisque nous, on était en UFC par millilitre et Monstré était en UFC par centimètre carré. Et on a répondu aux auteurs en soulevant des questions méthodologiques. Puisque finalement, dans le critère d'inclusion et les effectifs finaux, eux, ils avaient choisi un minimum de colonisation pour inclure les patients, ce qu'on n'a pas fait nous. Donc, ça peut être intéressant parce que finalement, on se dit que plus le patient est colonisé, plus facilement on montrera une différence de réduction. Mais par contre, on n'a pas les chiffres avant-après. Donc, on ne peut pas trop discuter. Pour la technique d'application, la localisation était différente entre les deux études, puisque TAPAS a été fait au niveau du pli du coude, qui est une zone humide, et Monstré plutôt sur le dos. Alors, le choix du dos n'est pas justifié, c'est pas le même type de zone. La quantité d'antiseptique était différente. TAPAS, on était sur 5 ml parce que c'est ce qui était dans les recommandations du fabricant. Et Monstré, ils ont choisi différents bras d'études, un avec 3 ml et d'autres 10 ml. Et du coup, la différence était vraiment plutôt que pour 10 ml. Donc, en fait, on peut se poser l'impact du temps de séchage. Par contre, l'organisation de l'application, on ne peut pas comparer parce que ce n'était pas expliqué chez Monstré. Par rapport au prélèvement cutané, là, il y a des éléments en fait qui manquent et qui ne nous permettent pas forcément de comparer, d'essayer de comprendre pourquoi nos résultats sont pas les mêmes. Nous, on a chronométré pour être bien sûr d'avoir ces 30 secondes de temps d'application qui sont le temps pendant lequel l'antiseptique fait son effet. Donc, c'est un élément qui est important. Et ensuite, après, par rapport à la surface de prélèvement, nous, on a prélevé sur 10 cm et eux sur 5. Donc, il y a aussi des éléments qui étaient différents, notamment le liquide de conservation. Qui garantissait pas forcément d'inhiber l'antiseptique chez Monstré. Du coup, on peut supposer que l'antiseptique continuait toujours d'agir le temps du transport jusqu'à l'analyse. Enfin, les résultats sont présentés en pair protocole plutôt qu'en intention de traiter chez Monstré. Du coup, on perd l'intérêt de la randomisation et on n'a pas forcément d'informations sur les caractéristiques des 5 individus qui ont été exclus en fait dans leur analyse pair protocole. Et après les financements, nous on était sur un AOI et eux sur un financement laboratoire. Donc en fait, du coup, nous, dans notre réponse aux auteurs, on a discuté ces différents éléments et finalement, on n'a pas forcément de... Nous, on s'est inspiré d'une publication pour comment traiter le prélèvement, mais on n'a pas forcément de recommandations ou de choses clairement définies sur comment faire un prélèvement cutané avant et après l'application d'un antiseptique. Donc ça, c'est des éléments qui restent en suspens et qui serait intéressant de questionner pour justement, quand il y a différentes études sur la thématique, pouvoir se comparer. Donc finalement, il y a d'autres questions qui ont émergé avec le TAPAS et puis après une autre étude qui a été donc celle que je vous ai présentée qui est sortie sur le sujet. Et donc il y a d'autres recherches en perspective à conduire. Merci de votre attention.
Merci beaucoup Yolène pour ta présentation, c'est vraiment hyper intéressant. J'adore ces questions de recherche pragmatiques où on se dit, voilà, on part vraiment de constats concrets qui sont des vraies questions par les étudiants qu'on accompagne, par nous professionnels, on se dit toujours, mais est-ce que voilà. Et d'ailleurs, ça a fait réagir dans le il y a une première question sur le fait de repasser l'antiseptique plusieurs fois sur une zone comparée à l'escargot, où le but est de ne pas repasser sur les zones déjà désinfectées au vu des résultats des études, que ce soit l'escargot ou l'aller-retour. Il n'y a pas de mauvaise pratique au final. C'est ça. En fait, la question, c'est vrai que quand on fait l'escargot, on se dit qu'on va jamais passer 2 fois au même endroit pour pas recontaminer une zone qu'on vient de désinfecter. C'est comme ça qu'on m'a appris quand j'étais élève infirmière et c'est comme ça que je faisais. Et c'est vrai que quand est arrivé le ChloraPrep, eux, ils étaient plutôt sur l'aller-retour où effectivement on repasse plusieurs fois, donc pendant un certain temps. Et c'est vrai que du coup, enfin, ça peut paraître aberrant. Et à l'issue de l'étude, ce qu'on constate, c'est que finalement, peu importe comment on l'applique, l'important finalement, c'est très probablement le temps de séchage, puisque c'est la seule chose qui était équivalente dans les deux bras d'études, ce temps de séchage de 30 secondes, qui est dans les recommandations fabricants et qui est le temps d'action du produit. Donc en fait, peu importe comment on applique, à partir du moment où le temps de séchage est bien respecté et que c'est ces 30 secondes qui sont respectées. Donc il n'y a pas de mauvaise pratique escargot aller-retour. C'est la mauvaise pratique, ça serait plutôt de ne pas laisser sécher 30 secondes. Oui, donc en fait, vraiment, là, le message clé, c'est vraiment respecter le temps de séchage des antiseptiques, quoi, Ouais. derrière ça. Ouais. Ok, parfait, merci. Je sais pas, Sophie, si tu vois d'autres. Pour l'aller-retour, il y a Et une encore question. là, oui, oui, bah, Ouais. tu les vois aussi, Oui. Yolène. En fait, effectivement, donc pour l'étude, pour que ce soit strictement fait de la même façon, elle faisait le même nombre de passages. Et oui, il y a plusieurs passages au même endroit pendant 30 secondes, tels que demandés par les recos fabricants de ChloraPrep. Puisque du coup, on a comparé, on a pris on a décidé d'utiliser pour l'aller-retour la technique qui est dans les recos ChloraPrep, parce que sinon, effectivement, on aurait pu choisir un passage, 2 passages, 3 passages, enfin combien de passages choisir. Donc en fait, on a pris, et eux, ce qu'ils demandent, c'est de faire des allers-retours sur le même endroit pendant 30 secondes et après d'encadrer pour bien recouvrir toute la zone qui sera sous pansement en fait. Donc c'est ça qu'on a appliqué pour l'aller-retour. Et pour l'escargot, c'était vraiment, elle partait du centre et elle tournait pour recouvrir toute la zone en un mouvement. Ouais, merci. Il y a encore des questions aussi sur l'aspect mécanique. Est-ce qu'il y aurait une action mécanique en faisant plus d'aller-retour qui fait que l'antiseptique aurait plus d'action? Eh ben, c'est la question qu'on s'est posée, et c'est pour ça que quand il y a eu l'étude de Monstré où du coup ils ont mis en avant des résultats différents que nous, c'était intéressant de comprendre pourquoi. Et c'est vrai que dans l'étude, ce qu'on voit pas quand on lit la conclusion des auteurs, mais quand on regarde les résultats, il y a une différence pour quand ils utilisent 10 millilitres d'antiseptique, mais pas quand ils utilisent 3 millilitres. Et quand on réfléchit, très probablement que 3 millilitres, ça met moins longtemps à sécher que 10. Du coup, le temps de contact de l'antiseptique est probablement plus long sur les 10 millilitres que les 3 millilitres. Ils n'ont pas chronométré ce temps. Donc en fait, finalement, c'est très probablement pas la technique en elle-même. Nous, c'est ce qu'on a montré dans Tapas. C'est à partir du moment où on laisse le temps après à l'antiseptique d'agir, on peut avoir frotté avant pour appliquer l'antiseptique. Finalement, ça changera pas le résultat. Je sais pas si je suis claire. Si, mais et moi j'aurais d'autres questions en suivant. Tu as dit que vous aviez modifié les recommandations, enfin ça vous avait permis de Oui, revoir les recommandations CHU de Bordeaux. Du coup, vous avez oui, dit quoi? C'est plus le temps de séchage plutôt que c'est ça. l'application. En fait, alors nous avant dans nos recommandations locales, on mettait pas forcément de temps de modalité d'application. Quand les recos nationales ont été mises à jour sur les accès périphériques, nous on en a profité pour mettre à jour nos recos.
Et là, ça coïncidait un peu avec l'arrivée de Chloraprep et tout ça. Et du coup, on s'est dit, parce que là, après, c'est des positionnements d'experts hein, quand on n'a pas de données probantes. Et on s'est dit, effectivement, passer plusieurs fois, ça nous permet de saturer. Ça sera peut-être plus efficace que de passer juste une fois, un peu comme la remarque hein, qui a été faite. Et du coup, on avait positionné dans nos recos internes l'aller-retour. Donc, on demandait bien à toutes les infirmières de bien frotter pendant 30 secondes, ensuite d'attendre de sécher pendant 30 secondes. Enfin, ça finit par faire 1 minute, ce qui n'est pas anodin. Et entre-temps, du coup, on a conduit l'étude TAPAS. Et du coup, à l'issue de l'étude, maintenant, on leur laisse le choix. On a remis à jour nos recommandations, on leur laisse le choix de la technique et par contre, on insiste sur le temps de séchage et de contact du coup de l'antiseptique et de la peau. Donc finalement, on a changé notre discours, on n'appuie pas sur comment l'appliquer, on appuie sur laisser le temps à l'antiseptique d'agir en fait. Et on a changé notre protocole interne par rapport aux résultats de TAPAS. Ouais, c'est super, comme disait Jean, c'est très concret et c'est ça, je pense que là, c'est aussi une entrée dans la recherche et dans le monde de la recherche qui peut être super intéressante. Et la mise en œuvre, elle avait l'air compliquée. Enfin, elle demande, on a vu même grâce à tes photos à quel point il y a besoin d'organisation, mais en même temps, je pense que ça parle à tout le monde, quoi. C'est ça qui est vraiment super. Et juste pour la publication là, qui est parue en 2022, vous avez essayé de contacter les auteurs. Je ne sais pas si vous En l'avez fait, dit, parce que c'est étonnant. on a fait une réponse aux auteurs, donc qui a été publiée, donc du coup qui a été envoyée aux auteurs. Mais après, tu sais, ils ont un droit après de réponse, tout ça, et pour l'instant, on n'a pas de retour. Parce que c'est vrai que ça ouvre des questionnements sur parce que c'est toujours intéressant de pouvoir se comparer aux autres quand il y a d'autres qui font des études un peu sur le même sujet, puis d'essayer de comprendre. Et c'est vrai que voilà, il y a des petites questions sur quand on prélève après une application d'antiseptique ou avant, qu'est-ce qui serait le mieux. Et l'idée, c'est que tout le monde fasse un peu pareil pour pouvoir après se comparer. Donc ça amène d'autres questions de recherche, donc c'était intéressant. Mais on n'a pas eu leur réponse à notre réponse. Voilà. Donc, il y a pas mal de personnes qui réagissent avec les icônes d'applaudissements. Voilà. C'est gentil. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il existe une étude qui compare la charge bactérienne entre 10 secondes et 30 secondes? Non. En fait, alors, comme les recommandations fabricants, c'est un peu au passage, c'est un peu comme l'hygiène des mains, on nous demande de faire 30 secondes. Là, du coup, sur l'antisepsie, c'est 30 secondes. Donc, en fait, nous, on n'a pas cherché à voir où ça en était à 10 secondes, puisqu'on applique à minima les recommandations fabricants d'utilisation du produit. Donc du coup, on n'a pas du tout comparé la charge entre 10 et 30 secondes. On a chronométré, on a appliqué et on a chronométré rigoureusement pour qu'il y ait les 30 secondes d'action de l'antiseptique, de la bétadine en l'occurrence. Oui, parce qu'on est d'accord avec... Oui, c'est pas une question, mais c'est vrai, 30 secondes, c'est long. Donc c'est vrai que du coup, il faut les privilégier sur le temps de contact plutôt que sur le temps d'application. La technique finalement, c'est de faire une petite hygiène des mains. On fait l'antisepsie, puis on met ses gants le temps que les 30 secondes de l'antiseptique agissent avant de piquer. Comme ça, on a les gants et tout. Merci beaucoup. Peut-être qu'il y aura des questions encore après à la fin. Tu nous donneras la référence, on la mettra aussi sur le site, la référence de l'article. On peut la retrouver facilement, j'imagine. Mais... Oui, elle est accessible. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Là, on va passer, normalement, c'est Jérôme Paniego qui va enchaîner avec sa présentation. Et puis là, on a vu l'importance de l'hygiène, enfin, ces questionnements qu'on peut avoir avant l'insertion du cathéter. Alors là, on va passer
encore, enfin pas encore plus important, mais en fait, on va voir une étude qui s'intéresse à la pose des cathéters artériels. Putain. Bonjour à tous, vous m'entendez, Sophie, Jean? Oui, parfaitement. Bon, moi j'entends. Ah, génial, super, j'entendais pas votre réponse. Parfait. Donc, je vous remercie de m'avoir invité sur ce webinaire et d'organiser très régulièrement ces rencontres paramédicales qui sont des puits de science, de savoir et d'encouragement pour tous les chercheurs et futurs chercheurs. On se sent moins seul et ça, c'est toujours une plus-value. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de l'étude EPRAC. C'est une étude qu'on a menée sur le TCV au CHU de Montpellier. EPRAC pour Echography to Predict Radial Artery Catheterization Failures, qui veut dire en clair prédiction par échographie de l'échec du cathétérisme artériel radial chez les patients opérés d'une chirurgie cardiaque et aortique. Donc, comme toute investigation, comme toute recherche, on a besoin d'une équipe autour de nous. Cette équipe, elle est composée elle est pluridisciplinaire. J'ai la chance d'avoir une méthodologiste qui nous accompagne sur cette aventure, entre autres, d'avoir un médecin vasculaire également avec nous, un médecin anesthésiste, notre chef de service bien sûr, et une grosse équipe d'IAD du bloc motivée pour l'enfant. Est-ce que le bras suit derrière? Je ne sais pas. Oui, oui, on voit bien l'écran, hein, Sophie. Quand Parfait, on voit super. l'écran, ça va. Alors, plus maintenant. Ouais, parfait. Parfait, on en voit bien. Ok. Bon. L'étude a démarré. L'idée du projet est venue. Vous m'entendez? L'idée du projet a débuté à l'été 2017. Je me suis permis de faire une petite chronologie pour montrer à quel point le temps est long dans la recherche. Et on prend en charge des étudiants infirmiers anesthésistes. euh, on prend en charge des étudiants infirmiers anesthésistes dans le cadre de leur cursus, ces étudiants doivent effectuer un stage recherche et depuis quelques temps, avec un groupe de collègues IAD, on se posait la question de nos taux d'échec de pose de cathéter artériel par repérage anatomique. En effet, les IAD du bloc CTCV posent 100% des cathéters artériels par repérage anatomique. Et on s'était dit, à vue de nez, combien on a d'échecs. Comme ça, on s'était posé une question et on a proposé aux étudiants IAD de faire une petite étude là-dessus. Et les résultats de cette étude ont montré qu'on avait un taux d'échec donc de la ponction du cathéter artériel par repérage anatomique qui était de 15%. Donc c'est une petite étude sur 3 mois. On avait une cinquantaine de patients, donc peu représentatif. Par contre, ce qui était assez intéressant, c'est que le nombre de ponctions pouvait aller jusqu'à 6 ponctions par patient et, du coup engendrer des douleurs en post-opératoire qui n'étaient pas négligeables. Donc, octobre 2010, on décide entre-temps, on se réunit, on fait le point sur cette préétude et on décide de lancer un sujet d'étude et on remercie Sophie encore une fois pour son accompagnement.
C'était la première étude au niveau du bloc CTCV, paramédical, pardon, au niveau du bloc CTCV. On s'est réunis, toute l'équipe, et on a décidé d'être ambitieux et de proposer un score prédictif des échecs de pose des cathéters artériels. Donc, dans un premier temps, on a proposé cette étude en appel d'offres interne au CHU qui a été un refus. Puis dans un deuxième temps, on a retravaillé l'étude, on a retravaillé la lettre d'intention et on l'a proposée en PHRIP. Et par chance, elle a été acceptée. Donc, on a pu avoir un financement assez conséquent qui nous a permis d'avoir une ARC pendant 1 an avec nous. Donc, entre-temps, vous voyez l'idée du projet 2017, obtention du CPP pour l'étude 2020. Bon, il y a eu le Covid qui nous a pas aidé, certes, mais voilà. L'étude a pu débuter début mars 21. Aujourd'hui, elle est terminée et on est en cours d'écriture de l'article. Pour réaliser cette étude, comme toute étude, on s'est appuyé sur des références bibliographiques. Et quand on a fait l'état de l'art, on s'est rendu compte que au bloc opératoire, en anesthésie, il n'existait pas de score prédictif d'échec de pose des cathéters artériels. Ce qu'on pouvait retrouver, c'était une étude très bien menée de 2017 de Saoudiens qui ont fait une étude en coronarographie sur 500 patients et qui ont démontré que l'analyse échographique avant une coro, et notamment le diamètre de l'artère radiale, pouvait prédire du succès de la coronarographie. Donc on s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant à explorer de ce côté-là. Une deuxième étude sur laquelle on a pu s'appuyer, c'est des Canadiens qui, eux, ont mis en place, pareil, en coronarographie. Donc, c'est des chercheurs cardiologues qui ont mis au point un score prédictif d'échec du cathéter artériel. En fait, c'est pas vraiment un score prédictif. Ils utilisaient l'échographie pour mesurer, pareil, le diamètre, pour choisir le bon cathéter en fonction de l'artère du patient. C'est une étude GRASP. Voilà. Donc, ils ont fait ressortir 3 variables chez ces patients et en fonction du cathéter utilisé, des French utilisés, l'échographie pouvait les aider à choisir en fonction du diamètre de l'artère si il valait mieux qu'ils aillent sur du 5 French ou du 6 French pour des diamètres plus gros. Donc l'échographie, dans ce cas-là, a été également une aide pour ces cardiologues pour prédire éventuellement, notamment les complications. Les complications qui ne sont pas anodines, puisque on a vu dans notre préétude, les douleurs opératoires sont là, mais il y a également les hématomes. Alors les hématomes, effectivement, ça fait mal. C'est des patients qui sont sous héparine, qui ont de fortes doses d'héparine généralement. Donc si il y a un échec de ponction, derrière, il faut comprimer et même en comprimant, on a des hématomes conséquents et des douleurs. D'où notre hypothèse principale qui était la suivante. Un petit calibre de l'artère radiale mesuré par échographie, donc on est en écho-repérage, en écho-mesurage, permettrait de prédire de façon fiable l'échec de pose du cathéter artériel par repérage anatomique chez les patients en chirurgie cardiaque et aortique programmée. On a exclu toutes les urgences. Voilà.
Notre objectif principal était le suivant, évaluer la valeur diagnostique du diamètre interne, on parle bien du diamètre interne de l'artère radiale, toujours mesuré par échographie pour prédire l'échec de cathétérisation de la radiale. En objectif secondaire, on a voulu évaluer les valeurs diagnostiques du diamètre externe, de l'épaisseur de la paroi de l'artère, donc entre le diamètre externe et le diamètre interne, et la profondeur de l'artère. On a également voulu rechercher des facteurs de risque d'échec. Donc, on a pu identifier une cinquantaine de variables pouvant nous aider à identifier les facteurs de risque. Il y avait notamment le diabète, le cholestérol, le poids, la taille, l'IMC, bien sûr, les anticoagulants, etc., etc. On a ici également déterminé l'incidence et la caractéristique des échecs de pose des cathéters chez ces patients, les hématomes, les douleurs post-opératoires, éventuellement les infections. On a comparé entre les deux groupes, donc le groupe succès et le groupe échec, on a comparé l'incidence de toutes ces complications sur le retentissement bloc opératoire, c'est-à-dire durée de pause, durée d'anesthésie, temps d'occupation de salle et durée d'hospitalisation. Et enfin, on a évalué la reproductibilité des mesures prises par échographie, des mesures, la reproductibilité qui était inter- et intra-observateur. Pour parler du design, il s'agit d'une étude prospective monocentrique de catégorie 3. On avait un nombre de sujets nécessaires de 315 patients qu'on devait inclure sur 12 mois. Donc le contrat a été rempli. On est parti sur un taux d'échec à la base, bien sûr, on s'est appuyé sur la préétude qui était de 15%. Donc il nous fallait, dans le groupe échec, 60 patients. Quand on parle de l'échec, il faut qu'on parle de la définition. Qu'est-ce que l'échec? Comment on la définit? Là aussi, on s'est appuyé sur les littératures et de façon collégiale, on s'est dit que l'échec, ce serait supérieur ou égal à 3 ponctions par l'IAD, sachant que pour certaines études, l'échec, c'est dès la première ponction. Nous, on a voulu se donner une petite marge, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, la décision avait été prise, supérieure ou égale à 3 ponctions. Si avant on changeait d'opérateur, c'est-à-dire qu'on laissait la main au médecin anesthésiste, c'était considéré comme un échec. Ou si avant la troisième ponction, on décidait de changer de site de ponction, c'était également considéré comme un échec. Je vous propose de visualiser le schéma d'étude qui paraît un petit peu complexe comme ça, mais au final, l'étude s'est déroulée en 2 phases. Une première phase qu'on a appelée la phase préliminaire, c'était la phase de formation des équipes IAD à l'écho-repérage. Pour pouvoir mener une étude de cette envergure sur 1 an, plus de 300 patients, on se devait d'être optimal dans la formation de ces IAD. Donc, on verra ça un peu plus tard. Et une deuxième phase, les phases d'inclusion et de suivi se sont déroulées de la sorte. Pour le déroulement de l'étude, nous avions besoin de 2 IAD. Le premier IAD, on a appelé l'IAD éco-repérage. C'est un IAD qui était volontaire, donc pour venir en plus, soit plus tôt le matin, soit en plus.
pour effectuer les photos qu'on a appelées les photographies des artères, donc l'écho-repérage, enregistrer les données et il était là également pour chronométrer. Cet écho-repérage se réalisait en aveugle de l'IAD numéro 2 et de l'IAD numéro 2 qui était là, lui, pour placer le cat artériel par repérage anatomique. Donc, pour éviter un biais de sélection ou autre, ou de stress, on s'est dit que si l'IAD avait une vision de l'artère, une vision échographique de l'artère avant de poser la pose, ça pouvait l'influencer sur sa technique. Donc là, il n'était pas au courant de savoir, un, le diamètre, deux, si elle était sténosée, si elle était athéromateuse, etc., si elle était profonde ou pas. Le MAR en salle validait la qualité de l'image et les patients étaient catégorisés en deux bras. Le bras échec, en fonction de la définition qu'on a vue précédemment, ou succès. Ensuite, on réalisait un suivi de ces patients grâce à notre arc, également un suivi immédiat et un suivi a posteriori. Ce suivi était là pour les hématomes, pour la durée de vie du cathéter, pour la douleur, etc. Ensuite, les images étaient analysées, donc on répertoriait toutes les images et les images étaient répertoriées dans un logiciel DXCare, un logiciel informatique qui stocke toutes ces images, toutes ces données, et notre médecin vasculaire, en aveugle du succès ou de la réussite, a mesuré chaque artère. Donc, elle a mesuré les 315 patients. Excusez-moi, je crois que j'ai plus de son, plus d'image. Jean, est-ce que tu nous entends? Alors, je t'entends, Sophie, D'accord. J'essaie de mais ça a coupé repartager. le partage d'écran. Oui, mais Je j'entends plus vois, Jérôme non plus en fait, non, hein. moi Je non crois plus, qu'on ça a avait, coupé. on avait énormément de problèmes de connexion avec le son assez mauvais. On vous présente nos excuses pour ça. Donc je sais pas si Jérôme peut nous rappeler. Euh, Je pense qu'il était dans un endroit au CHU de Montpellier, pas loin du bloc, avec des soucis de réseau. Donc je ne sais pas comment vous dire pour l'instant. Peut-être que Sophie, c'était toi qui présentais son... Oui, Ok, d'accord. Donc il faut juste qu'il retrouve du son. Effectivement, je vais essayer de l'appeler.
Je ne sais pas si on va pouvoir retrouver Jérôme. Alors, j'ai pas réussi à avoir Jérôme, ça ne répond pas, donc je pense qu'il y a un gros souci de réseau pour la communication. Peut-être qu'on pourrait passer, je sais pas quoi, je vous en Ouais, pensez. peut-être que Guillaume, est-ce que tu oui, Guillaume, est-ce que tu pourrais, on va enchaîner, excusez-nous, avec la troisième présentation. Il s'agit aussi d'éco-repérage et d'une autre technique pour essayer d'améliorer le succès de ponction veineuse. Donc après, on pourra du coup rebondir sur l'étude de Jérôme en suivant. Oui, d'autant plus qu'il s'est déconnecté, il va se reconnecter, donc en espérant que ça aille mieux. Donc, Guillaume, c'est à toi. Voilà, merci de nous laisser l'opportunité d'évoquer ce sujet. Donc, je suis Guillaume Davy, coordinateur paramédical de la recherche et également manipulateur en électroradiologie, plutôt dans le secteur échographie au CHU de Poitiers. Donc aujourd'hui, on va parler de pose de voies veineuses périphériques. Donc s'il y a un chiffre à retenir, c'est 2 milliards. 2 milliards, c'est le nombre de poses de voies veineuses périphériques tous les ans dans le monde. C'est l'acte invasif en santé le plus fréquent dans le monde. L'autre point particulier, c'est que cet acte demande une certaine dextérité et aussi des difficultés aussi en lien avec le patient, comme vous le savez. Et une fois sur 4, la première tentative se solde par un échec. Alors les conséquences des premières tentatives, eh bien, elles sont nombreuses et on a aussi un score qui a été sorti il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire en 2019 de Loon, qui est un score simplifié qui permet de prédire la difficulté ou de prédire la probabilité de réussite à la première tentative par rapport à 5 questions qui sont assez courantes en fait dans la vie de tous les jours en tant que soignant. C'est est-ce qu'il y a des antécédents de difficultés d'accès intraveineux périphérique qui sont étayés? Est-ce que il y a un accès intraveineux périphérique qui est difficile? Est-ce que le soignant s'attend à ce que ce soit difficile à la première tentative, voire est-ce qu'il s'attend à un échec? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est une fois que le garrot est posé, est-ce qu'il n'est pas possible de palper une veine? La quatrième, c'est est-ce qu'il n'est pas possible de visualiser une veine? Et puis la dernière, c'est un critère un peu plus objectif qui est le calibre d'une veine, savoir est-ce que la veine de calibre un peu plus importante au niveau du bras, est-ce qu'elle fait bien moins de 3 mm? Et à chaque fois qu'on répond oui à cette question, eh bien en fait, le patient prend un point au score et on voit bien qu'il y a une corrélation en tout cas entre ce score-là et le nombre de tentatives, la probabilité de réussir à la première tentative. Donc les conséquences des échecs à la première tentative et puis des autres, mais c'est évidemment la douleur, c'est ce qui vient en premier. Et là, c'est intéressant aussi de sortir cet article de Loon de 2020, c'est assez peu étayé dans la littérature, c'est la douleur, l'évolution de la douleur en fonction du nombre de tentatives. Et ce qu'on observe en fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une tentative ratée, le patient évalue sa douleur au moins 1 point, voire des fois 2 points entre chaque tentative. Donc au début, à la première tentative, on a des douleurs qui sont totalement modérées si on se fie aux critères de la HS, puisque la première tentative, on a des douleurs qui avoisinent les 3, mais plus on avance sur le nombre de tentatives, et notamment avec les changements d'opérateur, plus la douleur devient intense, voire insupportable. L'autre caractéristique de la douleur, c'est qu'elle est marquante pour le patient, et ça a été marqué, c'est une douleur qui va rester ancrée en lui, et donc à la prochaine fois qu'il aura ce geste, eh bien, il va beaucoup plus se remémorer ce stockage-là, et donc il sera plus enclin à également ressentir une douleur par rapport à ce geste-là. L'anxiété, qui va souvent avec la douleur, avec ce caractère qui est invasif et qui est totalement identifié par le patient. Comme vous le savez, même dès les enfants, ils savent très bien que la pose d'une voie veineuse périphérique est un acte invasif. Et ils sont toujours inquiets, en tout cas anxieux, de ce geste-là, puisque la moyenne est évaluée à 51 sur 80 sur l'échelle Stein. Et ça a aussi été mesuré avec des critères biologiques, puisqu'il y a une augmentation de la fréquence cardiaque. Celle-ci était estimée en moyenne à 93 battements par minute.
Une autre conséquence des difficultés d'accès veineux, c'est le temps moyen de cathétérisme, qui est connu en temps normal entre 2 à 13 minutes, mais chez les patients qui sont difficiles, cette moyenne passe à 30 minutes, ce qui évidemment pose des problèmes. Il y a également aussi un allongement de la durée de séjour. Pourquoi? Parce que les patients qui sont à accès veineux difficile, eh bien, des fois, ils ont des retards sur les prises en charge ou une voie veineuse périphérique est laissée un peu plus longtemps, etc., etc. Donc, il y a aussi un lien avec la durée de séjour d'hospitalisation. Un lien aussi avec un risque d'extravasation. Plus le nombre de tentatives est élevé, et plus il y aura un risque d'extravasation. Ça a déjà été montré, notamment dans l'European Oncology Nursing Society. Et puis, pour rappel, 7% des extravasations sont toujours symptomatiques à 48 heures après l'extravasation. Et puis, pour faire un lien avec le premier sujet qu'on a vu aujourd'hui, l'augmentation du risque infectieux, évidemment, puisque chaque fois qu'on va introduire un cathéter, on introduit un risque infectieux. Donc, évidemment, si on augmente le nombre de tentatives, eh bien, cela va avoir un impact sur le risque infectieux. Pour la confiance en soi, qui peut être altérée, le sentiment de perte d'autonomie lorsqu'on a besoin d'un collègue, surtout si le collègue n'est pas disponible, et puis l'augmentation du risque d'exposition au sang, même si aujourd'hui c'est beaucoup mieux contrôlé. Et puis en termes d'institution, en termes d'image aussi, il y a une évaluation de l'expérience patient. Souvent, on a des retours comme quoi le patient juge l'ensemble de l'acte à ce geste, juste au geste de pose de voie veineuse périphérique, puis une relation de confiance entre l'institution et le patient. Des fois, le patient ne peut ne pas avoir confiance puisque la dernière fois, telle équipe n'aura pas réussi à poser sa voie veineuse périphérique. Alors qu'il y a bien évidemment d'autres choses qui ne sont, mais qui restent transparents pour le patient. Et puis aussi un lien avec l'économie, puisqu'en fait le coût de l'acte augmente avec le nombre de tentatives, puisque à la première tentative, on estime que le coût est de 9 €, et puis cela monte à 75 € au bout de 5 tentatives en lien avec le temps qui est passé. Mais on pourrait citer aussi des fois en lien avec le fait qu'un deuxième soignant arrive, et si on a affaire à un relais médical, eh bien là, le coût sera d'une toute autre échelle. Alors par rapport à ces tentatives ratées, il y a deux méthodes qui existent, qui nous donnent en tout cas des indices pour nous orienter vers une solution d'aide pour réaliser ce geste et pouvoir augmenter cette performance à la première tentative. Donc la première, c'est la méthode éco-guidée, qui est relativement un peu plus connue. Donc vous voyez là, vous avez un petit écran à droite. Donc vous voyez un petit point blanc, je ne sais pas si la souris se voit chez vous. Donc là, on voit le cathéter qui arrive dans la veine. Donc pour réaliser ce geste, il faut quand même une formation assez étendue, puisque il y a une formation théorique qui reste relativement courte, mais il y a aussi une courbe d'apprentissage qui, elle, est beaucoup plus longue, puisqu'elle est estimée à peu près 20 poses de voie veineuse périphérique. Ça reste une moyenne, donc certains ont besoin de plus, certains ont besoin de moins, mais c'est le nombre de tentatives estimées en tout cas pour être à l'aise avec ces techniques-là. Et puis la deuxième méthode, qui est une méthode dite infrarouge, donc c'est avec ce type d'appareil. Donc comment fonctionne cet appareil? En fait, l'appareil envoie un signal infrarouge, et le signal infrarouge va être réfléchi différemment s'il y a une veine et s'il y a de la peau, en fait. Les hémoglobines vont dévier en fait ce rayonnement infrarouge. Et après, lui, l'appareil fait une cartographie de l'infrarouge qu'il reçoit et il émet une lumière. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est de la lumière. Donc, ça pose strictement aucun problème d'un point de vue infectieux et aucun problème non plus en termes d'apprentissage, parce que c'est vraiment une extension de la pratique classique. Donc, nous, au CHU de Poitiers, on a deux appareils, c'est ceux-ci, qui ont fait suite à un appel à projet interne qui a duré plusieurs mois. Toute l'équipe a jugé différents dispositifs pour retenir les dispositifs les plus adaptés, sachant que la méthode éco-guidée et la méthode infrarouge, le financement fait suite à une commission innovation qui a lieu au CHU de Poitiers dans un but d'acquérir des équipements. Voilà.
Sur l'appareil infrarouge, on est sur un appareil qui n'a pas été encore, vu dans la littérature, puisque c'est un appareil qui est récent. Le choix de la population, eh bien en fait, en tant que manipulateur radio, on s'est posé la question du secteur d'imagerie, et quand on a fait le bilan pour choisir le choix de la population, mais il se trouve que en imagerie, ça reste un acte fréquent dans plusieurs services. Et un cathéter sur 10 sur l'ensemble du groupement hospitalier du territoire Vienne, donc dont le CHU de Poitiers est partenaire évidemment, est destiné au pôle imagerie, ça sur une année glissante. Et puis on se rappelle aussi qu'il y a des programmes nationaux, notamment d'action et de prévention des infections associées aux soins, qui spécifie l'importance en fait de réduire tous les risques infectieux associés aux actes invasifs tout au long du parcours de santé. Et en imagerie, on est quand même sur un secteur transversal où beaucoup de parcours de santé sont confrontés. Des contraintes aussi propres à l'imagerie, ce qui fait que certains patients qui arrivent avec une voie veineuse centrale ou pourquoi pas un midline ne sont pas pour autant utilisés, donc on doit poser une voie veineuse périphérique. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions de support, de niveau en tout cas, une norme de débit d'injection, notamment à la TDM, et puis il peut y avoir aussi des artefacts liés au positionnement de certains dispositifs veineux. Parmi l'ensemble du pôle imagerie, c'est le scanner qui commande le plus de cathéters, puisque sur cette même année, 66% des cathéters étaient dédiés à la TDM. Voilà pourquoi cette étude est prévue, en tout cas sur le secteur de la tomodensitométrie, donc au scanner. On s'est limité aux adultes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pédiatrie a souvent une prise en charge parallèle avec un hôpital de jour dédié. Donc les patients arrivent déjà perfusés. Et donc nous, l'idée, c'était d'assurer en fait les parcours transversaux, donc plutôt sur les secteurs adultes. Et puis, on s'est intéressé plutôt au score, on va dire moyen, à partir de 2, pour ne pas avoir à prendre en charge des patients qui n'auraient pas besoin de techniques d'assistance, puisqu'on a vu que sur le score ADIVA, les scores 0 et 1 correspondaient à des pourcentages de probabilité de réussite supérieurs à 90%. Alors, l'objectif principal de cette étude, c'est de comparer la proportion des cathétérismes veineux périphériques réussis dès la première tentative entre la méthode classique, donc celle qu'on connaît en aveugle, la méthode éco-guidée et la méthode par élimination infrarouge chez les patients adultes avec difficulté d'accès veineux. Les objectifs secondaires, ils sont un petit peu plus nombreux, évidemment. Le premier, c'est de stratifier toujours ce nombre de cathéters réussis à la première tentative, mais sur l'ensemble des techniques, c'est-à-dire entre les 3 bras. Le deuxième objectif secondaire, c'est le même que l'objectif principal, mais à la deuxième tentative. Pourquoi? Parce qu'en fait, on suspecte que des fois, la première tentative peut être ratée sans pour autant que ce soit lié à un vrai défaut, en tout cas lié au patient ou lié au soignant, et que la deuxième tentative réussit de manière plus importante en termes de probabilité. C'est un objectif qui nous permet en fait de confirmer l'objectif principal via un autre indicateur qui est plutôt indirect. Après, les autres objectifs, c'est de comparer le nombre total de réussites, le nombre total de tentatives, d'évaluer la douleur maximale, évidemment, la satisfaction du patient, mais aussi la satisfaction de l'opérateur, le temps, puisqu'en fait, plus on va favoriser une probabilité élevée de réussite à la première tentative, plus le temps sera court. Pour autant, entre les différentes dispositions, il y a certes, je pense par exemple à l'échographie, il y a un temps où il faut prendre l'appareil, l'allumer, etc. Et ça, c'est à prendre en compte également. Un point aussi qui est d'analyser le système de recours et son type de choisi, c'est-à-dire que le soignant pourra choisir, s'il rate la première tentative, quel système il souhaite prendre à la deuxième tentative, et ça va donner un indicateur de confiance vers les techniques les plus favorisantes pour le soignant. Et puis aussi une description des calibres, puisque on a remarqué aussi, comme vous le savez, que au fur et à mesure des tentatives ratées, le soignant peut souhaiter choisir des calibres inférieurs.
Donc voilà le schéma de l'étude qui est relativement assez simple, puisqu'on arrive rapidement à une randomisation entre 3 bras. La méthode classique, où on prévoit 83 patients, la méthode expérimentale, la première, celle avec la méthode éco-guidée avec le même nombre de bras, et puis la troisième méthode qui sera la méthode infrarouge. Et puis après, quelle que soit la méthode, on a affaire à des évaluations de critères secondaires qui sont similaires avec un questionnaire patient. Si je vous ai remis le petit graphique en bas à droite, c'est pour vous signaler qu'on a une hypothèse, évidemment, qui attend d'être vérifiée, c'est qu'on pense que les techniques, que ce soit infrarouge ou échographie, ne seront pas aussi performantes en fonction de la difficulté de perfusion. C'est-à-dire qu'on s'attend que les scores les plus difficiles, il y a l'une des deux techniques, mais on n'aura peut-être pas ce même résultat sur des patients un peu plus moyens, en tout cas, de réussite. L'idée finale de cette étude, c'est de pouvoir se dire, lorsqu'on prend un patient en charge, pouvoir faire son score ADIVA et d'aller chercher la bonne technologie dès l'origine pour pouvoir maximiser en fait le taux de réussite à la première tentative. Donc, d'un point de vue méthodique, la première méthode de pose de voie veineuse périphérique est imposée par rapport à la randomisation. S'il y a un échec à la première tentative, le soignant décide de manière totalement autonome ce qu'il souhaite le mieux pour la deuxième tentative. Soit il conserve la méthode qu'on lui a imposée, soit il change de méthode, c'est le choix. Il peut aussi choisir de varier le calibre du cathéter qui est demandé. Il peut aussi, comme dans la vie courante, demander un recours soit auprès d'un appel auprès de 5 collègues, soit d'arrêter, soit de faire appel au médecin pour une voie veineuse centrale éventuellement. Un petit mot sur le budget, puisque en fait, cet appel à projet, ce projet qui était demandé, c'était 90 000 €, fait suite à un appel à projet interne qui est lié au Fonds Aliénor. Et le Fonds Aliénor, c'est une mission, enfin, c'est un organisme qui a une mission de soutien au développement de la recherche et de l'innovation au CHU de Poitiers par des dons des particuliers et le mécénat d'entreprises. Donc là, c'est un projet de recherche paramédicale qui a été financé par des dons. Voilà. Et donc, l'Institut Fonds Aliénor a déjà financé plusieurs projets de recherche paramédicale, dont celui-ci. Voilà. Je vous mets également en lien la page justement qui permet de répondre à l'appel aux dons de cet appel à projet. Donc si dans votre entourage, si vous souhaitez participer au développement de la recherche paramédicale, ou si dans votre entourage, vous avez des organismes qui font régulièrement des dons, que ce soit des associations, que ce soit des entreprises privées, ils peuvent également donner pour soutenir la recherche paramédicale. En vous remerciant. Merci beaucoup, Guillaume. Pardon. C'était très clair. J'avais juste pas compris. En fait, le projet n'a pas démarré. C'est bien ça? C'est en fait, tu cherches encore un financement pour pouvoir démarrer le projet. Le protocole et le design est super original en tout cas. C'est Bon. vraiment Alors, intéressant. le projet va démarrer, puisqu'on a les fonds pour démarrer, effectivement. Donc, la campagne de dons est toujours ouverte. Et la réunion de montage a lieu la semaine prochaine. Donc, effectivement, vous voyez, on est en plein dedans. Mais on a le matériel, que ce soit l'échographe ou que ce soit l'émetteur infrarouge. On est en train de former les manipulateurs radio à ces deux techniques, essentiellement la méthode éco-guidée, parce que c'est celle qui demande le plus de temps de formation. Donc là, on a 6 manipulateurs qui sont formés, d'autres vont continuer aussi d'être formés, et donc ils sont en phase de courbe d'apprentissage, en tout cas d'élévation de la courbe d'apprentissage. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Peut-être le temps que les personnes posent des Oui. questions. Je reviens juste sur, on a eu des nouvelles de Jérôme qui a une connexion catastrophique et donc on nous indique que malheureusement
la suite de la présentation ne pourra pas avoir lieu, mais il y avait des choses qui étaient un tout petit peu similaires, notamment sur la courbe d'apprentissage lorsqu'on va utiliser l'éco-repérage ou l'éco-guidage. Simplement pour rapidement vous dire les résultats de l'étude sur l'éventualité d'un score prédictif d'échec de la peau, c'était qu'un diamètre inférieur à 1,3 mm de l'artère, le fait d'être une femme, le fait de fumer ou d'avoir des antécédents d'alcoolisme était prédicteur d'un échec de la pose, et les recommandations futures étaient finalement, si on a un de ces 4 facteurs prédictifs d'échec, autant directement changer de site pour la ponction, on va tout de suite passer en brachial, ou demander à un médecin anesthésiste ou avoir directement un recours plus sûr pour éviter les hématomes et toutes les complications qu'on a vues dans les premières images. Voilà, encore désolée pour cette interruption et le mauvais son. Alors, il y a une première question, je ne sais pas si Jean, tu l'avais vue, c'est y a-t-il une évaluation de la formation et comment est-elle validée, notamment la formation éco-guidée et la formation infrarouge? Alors, c'est une très bonne question. Donc, la formation infrarouge, elle n'a pas démarré puisqu'en fait, en la littérature, on est sur une formation qui dure une demi-journée. Une demi-journée, sachant que ça ne remet pas en cause l'expérience, en tout cas, de la pose de voie veineuse classique, celle qu'on a tous et toutes appris, en tout cas, en cours de formation, puisqu'en fait, c'est une lumière qui se rajoute sur le bras, et donc on se guide de la lumière pour ce geste-là. Pour la formation échographique, c'est un peu différent, puisque le repérage est différent. Il faut regarder l'écran, il faut avoir une notion de repérage spatial dans l'écran, identifier l'aiguille à l'écran, des notions aussi d'hygiène qui sont différentes, puisqu'il faut protéger la sonde, il faut mettre du gel stérile. Enfin voilà, il y a quelques contraintes et des gants stériles, donc il y a aussi des contraintes supplémentaires. Donc, nous, les manipulateurs, on a déjà un cours de formation initiale, une formation sur l'échographie, notamment sur les bases physiques. Et là, on leur a fait en plus 2 journées de formation avec une partie théorique et une partie pratique. Voilà. Donc, et après, une fois qu'ils sont formés d'un point de vue théorique, on leur donne un carnet de suivi. Et donc, ils ont 30 voies veineuses périphériques à placer, pas forcément réussir, hein, juste à faire pour évaluer la courbe d'apprentissage. Pourquoi 30? Parce que dans la littérature, la moyenne était fixée à 24, sur un article qui a été paru il y a quelques temps. Donc, en couvrant le chiffre de 30, on sait que chaque soignant sera en haut de la courbe. Voilà. Après, il peut y avoir des variations de réussite entre soignants, mais ça, on le sait, c'est comme la voie veineuse périphérique classique. Mais le score ADIVA prend en partie en compte ça, puisqu'il y a une question qui se pose sur le soignant, c'est-à-dire le soignant doit dire si en gros il sent qu'il va réussir ou pas à la première tentative. Et du coup, le score va différer. On n'est pas sur un score qui est objectif, c'est-à-dire que le score ADIVA, vous prenez un patient, vous faites 10 soignants, 10 évaluations différentes, vous pouvez avoir 10 scores différents, puisque ça varie. Pour autant, c'est là où c'est intéressant, cette variation, elle reflète le taux de réussite à la première tentative. C'est-à-dire que si vous avez un soignant qui dit qu'il ne sent pas, qui sent que ça va être plus difficile, et un autre qui dit que ça va être, que pour lui ça va, eh bien effectivement, quand on regarde les taux de réussite, celui-là qui pense que ça, qui estime en tout cas que ça va être difficile, eh bien dans la vraie vie, on va voir que c'est également difficile aussi pour lui. Ouais, je vois qu'il y a une question oui, de l'évaluation de la formation. Donc ça, j'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas à demander. Mais en tout cas, la formation, c'est pas une formation où à la fin, il y a un examen de passage. On peut pas
suite à ces formations-là, exiger un certain niveau de réussite, puisque comme dans la vraie vie, ça varie aussi entre les soignants. Il y a une deuxième question sur le besoin d'un DU d'échographie, parce que ça, le DU d'échographie, c'est un diplôme que quelques manipulateurs ont. Est-ce qu'il y a besoin d'un DU d'échographie pour réaliser ce geste? La réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne fait pas d'échographie quand on fait une pose de voie veineuse périphérique, on fait une échoscopie. Une échoscopie, c'est quoi? C'est l'utilisation d'un échographe à pure visée clinique. Alors qu'une échographie, c'est un acte médical avec un compte-rendu et des images et un diagnostic. Là, on n'est pas dans ça, on est vraiment sur une échoscopie et donc il n'y a pas besoin du DU d'échographie, il n'y a pas besoin non plus de protocole de coopération. Il y a une question aussi sur la manière stérile de l'éco-guidage. Alors oui, il faut prendre des données, en tout cas prendre les actions pour faire un éco-guidage de manière stérile. Ça, c'est dans les recommandations de pose de voie veineuse périphérique éco-guidage. Donc il faut, par rapport à la pose de voie veineuse classique, il faut des gants stériles pour le soignant. Il faut donc aussi une protection de la sonde d'au moins 30 cm stérile et du gel stérile. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ces trois choses-là, et c'est assez rapide à faire dans la vie courante, eh bien, on peut réaliser l'acte de manière stérile. Il y a pas mal de questions, je vois, qui sont effectivement sur cette technique ou les habilitations, etc., qu'on peut avoir, la formation. On se pose les questions aussi dans le milieu infirmier. J'imagine que derrière les écrans, il y a pas mal d'infirmiers. Tu as dit qu'il n'y avait pas besoin de protocole de coopération du fait que ce soit une échoscopie, ou j'ai mal compris? Parce qu'en tout cas, pour les infirmiers, pour l'instant, il y a un protocole de coopération pour l'éco-guidage, pour la pose de veine de voie veineuse périphérique. Donc voilà, pour les manip radio, peut-être c'est dans votre référentiel. Jérôme l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais pour les IAD, c'est dans leur référentiel, donc il n'y a pas besoin de protocole de coopération. Mais jusqu'à présent, pour les infirmiers, il y a besoin de ça. Ouais, alors, je connais le protocole de coopération. Moi, j'ai pas la même lecture, parce que dans ce protocole de coopération, il parle d'échographie. Effectivement, les infirmiers et les manipulateurs, en tout cas, n'ont pas le droit de faire d'échographie sans protocole de coopération. Mais à nouveau, là, ce qu'on fait, c'est pas une échographie, c'est une échoscopie. Et quand vous faites, par exemple, une estimation du volume vésical avec un bladder scan, vous utilisez des ultrasons. Et donc, en fait, on est sur ce même type d'outil, en fait, qui est une extension de la clinique. Et donc, à ma lecture, moi, en tout cas, il n'y a pas besoin de protocole de coopération, en tout cas par rapport à ce geste-là. Ok, c'est une lecture qui doit être bien appréciée dans des établissements de santé parce que c'est vrai, je pense que du fait qu'il y ait un protocole clairement établi au niveau national, je pense qu'on ne peut pas trop échapper. Et finalement, si on veut être vraiment dans les règles, et je comprends que ce soit un peu contraignant, etc., surtout des fois ça concerne des grosses équipes en gériatrie, aux urgences ou quoi, donc de nombreux délégants et de délégués. Donc c'est plus facile d'imaginer effectivement qu'on n'ait pas besoin d'un protocole de coopération. Néanmoins, ça reste encore à discuter, mais plus il y aura d'études qui montreront l'intérêt effectivement de cette technique, Voilà, peut-être qu'à un moment, moi, on n'aura plus ces choses-là. Ce que je peux conseiller, c'est de se rapprocher des cellules juridiques de chaque établissement en fonction des établissements pour savoir si effectivement le protocole de coopération il est envisageable ou pas. Parce qu'il y a aussi des établissements qui ont fait l'analyse auprès de services juridiques et qui rapportent qu'il n'y a pas besoin de protocole de coopération. Donc, tout n'est pas clair. Donc, voilà pourquoi je pense que ça dépend d'un établissement à un autre. Évidemment, avant de se lancer, il faut clarifier ça. Et c'est notamment le rôle des services, notamment juridiques, par rapport à ça. Il y a une question sur le moment de la randomisation. Ouais.
Alors, effectivement, la randomisation, elle a lieu une fois que le patient il a donné son consentement, donc une fois qu'on lui a expliqué l'étude, et on réalise le- l'évaluation du score ADIVA avant la randomisation. Pourquoi? Parce que la randomisation elle va être stratifiée avec un tiers des patients qui auront un score entre 4 et 5, hein, donc des scores élevés, et les 2 tiers qui auront des scores du coup, entre 2 et 3. Pourquoi cette stratification? Parce qu'en fait, il y a assez peu de patients qui ont des scores de 4 et 5. Et donc, si on veut pouvoir avoir suffisamment de données pour analyser cette catégorie de patients qui nous intéressent au moins autant que l'autre, il nous faut rééquilibrer ça. Donc, voilà pourquoi on a fait une stratification sur la randomisation. Est-ce qu'il y a des fois des analyses médico-économiques qui pourraient être envisagées? Là, on a la demande aussi pour le coup de l'appareil infrarouge. C'est vrai qu'il a l'air sympathique comme ça, petit, maniable. Ouais, justement, alors en termes de coût d'appareil, le coût de l'infrarouge, on est plutôt sur des gammes de 6 à 8 000 euros pour cet appareil-là, avec le socle, avec tout ce qui va bien. Pour un appareil d'échographie plutôt haut de gamme, comme l'appareil que l'on a ici au CHU, on approche les 25 000 euros, pareil avec le chariot, etc., avec les contrats de maintenance, etc. Donc ça, c'est le billet qu'il faut. Justement, dans l'un des objectifs secondaires, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait le temps, la mesure du temps entre les deux techniques. Pourquoi? C'est pour avoir des données qui puissent après justifier éventuellement une étude médico-économique de grande ampleur sur le choix de matériel. Parce que effectivement, je vous ai annoncé les chiffres et quand vous allez demander dans vos services si vous pouvez acheter un échographe ou un émetteur infrarouge, eh bien, ça va peu éventuellement tiquer. Mais l'intérêt derrière, c'est que si on diminue le nombre de tentatives et donc on accélère les prises en charge des patients, on peut retrouver cette différence de prix et l'amortir sur plusieurs années. Donc c'est ça aussi l'intérêt d'avoir des chiffres pour pouvoir un petit peu creuser cette question-là. Il y avait une autre question, alors plus sur le détail sur la méthodologie, enfin, ou l'organisation mise en œuvre. Est-ce que ça va pas être compliqué de randomiser rapidement, alors que au niveau du flux de patients qui se présentent pour le scanner? Vous avez déjà peut-être pensé à tout ça? Oui, c'est sûr. Donc là, ça va être un peu. La réponse n'est pas entièrement tranchée en lien avec la réunion de montage qui a lieu la semaine prochaine. Il y a aussi la condition aussi, comme dans toute étude, de laisser un temps de latence pour que le patient, une fois qu'il est informé, prenne du temps avant de signer le consentement, qu'il ne se sente pas en tout cas être pris dans l'urgence. Donc moi, ma vision, ça serait plutôt de faire passer des patients, de programmer quelques patients plus tôt, de manière aléatoire, pour pouvoir prendre le temps d'expliquer, leur laisser le temps de réfléchir et faire la randomisation après. Ouais. Mais après, la randomisation en tant que telle, c'est assez rapide, puisque on a des ICRF, donc des outils informatiques où on saisit, on inclut nos patients et ça vient en quelques secondes. Je sais pas, je crois qu'on se dirige tranquillement vers la fin du webinaire. Je pense qu'il y aurait pu y avoir encore d'autres projets. C'est vrai que les voix d'abord, on a vu avec les chiffres, ça concerne à la fois beaucoup de soignants et puis beaucoup de personnes. Donc toutes comment les recherches ou les études permettant de montrer un gain, un bénéfice ou une amélioration des pratiques autour de ce sujet, ben c'est bienvenu. Donc merci beaucoup pour les 2 présentations et demie. Et
Voilà, je ne sais pas si les intervenants, si vous voulez dire un petit mot pour la fin. Je voulais remercier les organisateurs du GIRSI de proposer régulièrement ces webinaires dédiés à la recherche paramédicale. Et puis on a hâte d'être au suivant. Oui, merci beaucoup. Ouais, merci pour l'invitation et c'est super intéressant de partager et de voir aussi ce que font les collègues paramédicaux. Donc, c'est top. Merci beaucoup. Ben, merci. Jean, on a une prochaine date, mais peux-tu nous la rappeler? Exactement, merci à tous. La prochaine date, normalement, ce sera, et c'est même sûr, ce sera le 16 mai. Et on traitera de la recherche chez les infirmiers en pratique avancée. Donc un autre sujet brûlant d'actualité. Donc je vous invite à déjà, on va essayer de faire rapidement les liens pour vous inscrire, à noter la date, je vous la répète, le 16 mai 2024 du coup. Et on vous retrouvera avec plaisir. Merci beaucoup à nos collègues présentateurs. C'était vraiment, vraiment intéressant. Franchement, je pense que ça, c'est vraiment un vecteur, ces recherches ancrées dans la pratique pour faire acculturer les professionnels qui n'ont pas encore la chance d'avoir la formation à la recherche inclue dans leur cursus initial. Tout de suite, on comprend l'aspect pratique, le retour pour le patient, et c'est vraiment ça pour moi le cœur de la recherche en soins. Donc c'était vraiment super et merci encore à tous les participants à ce webinaire. Et s'il n'y a pas d'autres mots de la fin, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À bientôt. Merci.